Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, se former au métier de DPO, les défis à relever. Alors précisément, j'ai une question d'actualité qui me brûle les lèvres, une question que vous posez peut-être d'ailleurs. Les systèmes d'intelligence artificielle conversationnelle, alors je pense au fameux et médiatique ChatGPT, peuvent-ils remplacer les délégués à la protection des données? Est-ce un risque fantasmatique ou réel? On en parlera peut-être au cours de cette heure de webinaire. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Xavier Strubel, je suis docteur habilité à diriger des recherches en droit privé, professeur de droit du numérique, fondateur et co-directeur du master spécialisé Data Protection Management à Institut Mines Telecom Business School. Pour traiter du sujet de ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon collègue et ami Fabrice Matatia, co-directeur du master spécialisé, et par une ancienne participante de l'année dernière, Maï Tontat. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bonsoir. Xavier, bonsoir à tous. Je vais présenter rapidement nos intervenants et bien sûr ils pourront compléter s'ils le souhaitent. Je commence par Fabrice. Alors Fabrice est polytechnicien, ingénieur général des mines, docteur en droit. Il est délégué ministériel à la protection des données au ministère de l'Intérieur et Fabrice est aussi l'auteur de plusieurs livres de référence sur le RGPD et le droit des données personnelles. Maï Tontat est diplômée de la promotion 5 de 2022-2023 du Master Data Protection Management. Elle est l'auteur d'une très belle thèse professionnelle que j'ai eu le plaisir de diriger sur l'articulation entre les données publiques et la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, Maï est juriste en protection des données et sécurité dans la Legal Tech Doctrine. Comment va se dérouler ce webinaire? Autrement dit, quel est le programme? Alors, Fabrice Matatia va nous expliquer dans quelques secondes pourquoi exercer ce beau métier de DPO et pourquoi il faut bien se former pour cela. Ensuite, je présenterai avec Fabrice le master spécialisé Data Protection Management. Et auparavant, donc, je présenterai Institut Mines Telecom Business School qui porte ce programme. Je donnerai ensuite la parole à Maï afin qu'elle explique pourquoi elle a choisi pour se former au métier de DPO le master spécialisé Data Protection Management, quel retour d'expérience ça en fait, éventuellement si des cours l'ont marqué, bah, nous dira lesquels, et quels sont pour elle les défis à relever justement pour exercer ce métier de DPO. Pendant toute la durée de ce webinaire, on vous propose de nous poser des questions, vous avez un forum à votre disposition et on essaiera, aussi bien Fabrice, Mike que moi, de répondre à vos questions dans la dernière partie du programme. Sans plus attendre, je passe la parole à Fabrice. Alors Fabrice, tu es, je crois, bien placé pour répondre à la question qui est l'objet du webinaire en tant que délégué à la protection des données. Donc pourquoi, d'après toi, faut-il bien se former pour exercer ce métier de DPO? Merci Xavier. Pour commencer, je pense qu'il faut rappeler exactement quel est le contexte et en quoi consiste ce métier de DPO. Le contexte, vous le connaissez tous, enfin, nous baignons tous dedans, ce sont les données personnelles. Et donc, des données personnelles, elles sont générées du matin au soir. Dès que vous vous levez, vous prenez votre smartphone. Déjà, le mouvement du smartphone est noté, la moindre action que vous faites dessus est notée. Et ensuite, toutes les interactions que vous avez en tant que citoyen, en tant que consommateur ou en tant qu'employé dans votre entreprise sont toutes notées. Donc, tout cela génère un montant astronomique de données personnelles dans tous les sens qui sont éparpillées entre différents acteurs. Vous savez très bien que c'est cela qui fait la fortune des pure players genre Facebook ou Google, qui donc basent leur fortune sur la gestion, la collecte et la gestion des données personnelles de tous leurs utilisateurs. Et dans tout ça, à la fois, il y a des droits pour les personnes à respecter, et en même temps, afin de garantir ces droits et afin de protéger les libertés des différents citoyens, la loi européenne a créé un certain nombre d'obligations pour les responsables de traitement, c'est-à-dire pour les organismes, que ce soit du public ou du privé, donc les administrations, les entreprises, les associations, les partis politiques, tout ça doivent respecter un certain nombre de règles. Pour eux, l'enjeu, déjà, c'est d'échapper aux sanctions, puisque depuis le RGPD, les sanctions pour les entreprises peuvent se monter jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc si vous prenez 4% du chiffre d'affaires de Google ou de Facebook ou de Apple, vous voyez que ça peut faire très mal. Et petit à petit, les amendes sont en train de monter
On n'en est pas encore en France à une amende d'1 milliard, mais ça va finir par tomber un jour. Donc ça devient pour les entreprises, ça devient quelque chose d'important. Elles ne peuvent plus se permettre de ne pas respecter leurs obligations. Et puis, plus intéressant, on a vu ces derniers mois un certain nombre de décisions de justice qui ont dit que pour une entreprise, le fait de ne pas respecter le RGPD constituait du coup une concurrence déloyale par rapport aux concurrents qui, eux, le respectaient. Donc le RGPD devient du coup une arme pour attaquer des concurrents. Voilà, si vous respectez le RGPD et pas votre concurrent, vous pouvez l'attaquer en justice. Et la justice, de plus en plus, depuis quelques mois, se met à reconnaître que c'est une concurrence déloyale. Donc pour les entreprises, mais aussi pour les acteurs publics, hein, la CNIL a mis en demeure récemment un certain nombre de communes qui n'avaient pas rempli leurs obligations. Donc respecter les différentes obligations légales devient vraiment un enjeu crucial. C'est là qu'intervient le DPO, parce que ces textes, donc le RGPD, je ne sais pas si vous l'avez lu, donc avec ces 177 considérants, ces 99 articles, les 100 et quelques pages que cela fait, si vous y ajoutez la loi informatique et liberté, si vous y ajoutez les décrets d'application, si vous y ajoutez les textes sectoriels, tout ça, donc ça fait un corpus énorme. Et donc les entreprises ont du mal, évidemment, à bien maîtriser ce corpus. C'est là qu'intervient le DPO. Le DPO, ça va être l'expert qui, lui, connaît ce corpus, qui sait comment on l'applique et qui va conseiller l'entreprise. Donc s'il fallait ne retenir que 2 mots pour le DPO, je dirais c'est un expert et c'est un conseiller. Son rôle, ça va être ça, conseiller son employeur sur la manière de remplir ses différentes obligations légales et la manière de trouver des solutions, parce que l'objectif n'est pas de... C'est sûr que le plus simple pour être en conformité, c'est de ne rien faire du tout. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en violation de la loi. Mais que vous soyez une entreprise ou que vous soyez une administration, vous avez des missions, vous avez des objectifs à remplir, donc il faut que vous les fassiez. Et le DPO va aider l'organisme à trouver une manière juridiquement correcte d'atteindre ses objectifs. Donc il faut que le DPO, du coup, soit un peu inventif pour pouvoir trouver des solutions. Il doit être force de proposition. Et c'est là que, par rapport à ce que disait Xavier tout à l'heure, je ne suis pas trop inquiet à court terme sur ChatGPT ou l'intelligence artificielle, parce que ChatGPT fonctionne en recrachant ce qu'il a trouvé ailleurs sur le web. Il recrache les mots les plus probables, alors que dans son travail quotidien, le DPO est tout le temps confronté à des situations nouvelles, et surtout, il doit tout le temps inventer des solutions. Donc c'est certainement pas en allant chercher sur Internet ce qui a déjà été dit que le DPO va pouvoir faire son travail. Ça peut évidemment l'inspirer, mais de toute façon, le DPO doit innover, il doit à chaque fois trouver des solutions spécifiques par rapport aux besoins spécifiques de son employeur, par rapport à telle ou telle situation bien précise. Et surtout, il doit faire attention que même des situations qui se ressemblent vont avoir des différences. Et donc, du coup, il doit trouver comment ces différences vont impacter la solution qu'il va proposer. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais il faut à chaque fois faire du sur-mesure. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet côté ChatGPT. Alors, pour en arriver du coup à ce métier de DPO, pourquoi faire DPO? On peut avancer plusieurs raisons. Ben, la première, c'est si vous voulez être utile. Après tout, le DPO est quand même là pour défendre les droits et les libertés des personnes. Donc, c'est un métier utile. C'est un métier aussi utile pour son employeur, puisqu'il va aider l'employeur à remplir ses obligations légales. C'est un métier qui requiert beaucoup d'inventivité, donc on ne s'ennuie pas. Et puis, tout simplement, c'est un métier où on s'éclate, où on a plein de situations dans tous les sens, où il faut inventer des solutions. Donc, ça fait complètement appel à votre créativité, à votre sens aussi de la diplomatie, parce que les solutions que vous inventez, il va falloir les vendre, il va falloir les expliquer à votre employeur, il va falloir convaincre l'employeur de suivre vos conseils. Oui, de ce point de vue-là, je dirais un DPO, c'est un peu comme un médecin. Voilà, le patient va voir son médecin, il lui demande un diagnostic, il lui demande de lui proposer un traitement. Donc le médecin fait son diagnostic, il propose son traitement. Ensuite, le patient, il suit ou il suit pas le traitement. Et il va voir éventuellement un autre médecin si le premier ne l'a pas satisfait.
Donc c'est pareil pour le DPO. Le DPO va proposer des solutions et son employeur va retenir ou pas ces solutions. Mais le DPO n'a aucune obligation d'être suivi, ou plutôt l'employeur n'a aucune obligation de suivre son DPO. Mais vraiment, comme je l'ai dit, le DPO, son objectif, c'est de proposer des conseils à son employeur. C'est ça sa mission. Du coup, comme on l'a dit, il faut maîtriser énormément de compétences différentes. C'est pas du tout un métier qui s'improvise. D'abord parce que, comme je l'ai dit, le corpus juridique est extrêmement lourd. Il est aussi extrêmement précis. Dans le RGPD, chaque mot compte. Et toutes les questions nouvelles qui surgissent, c'est à chaque fois, on se dit, voilà, y a-t-il bien tel mot dans telle phrase du RGPD? Il faut aller vérifier que si le mot y est ou pas. Donc, voilà, l'erreur de base, c'est d'aller prendre une phrase au hasard dans le RGPD, faire un copier-coller de cette phrase isolée de son contexte. Vous êtes à peu près sûr de vous tromper. Dans le RGPD, d'habitude, on vous donne d'abord un principe, puis ensuite, au paragraphe d'après, il y a des exceptions, et puis après, au paragraphe d'après, il y a les exceptions aux exceptions. Et il y a même une fois les exceptions aux exceptions aux exceptions. Donc ça veut dire que voilà, il faut que vous sachiez tout le temps dans quel cadre vous vous situez, quelle est l'obligation qui s'applique ou qui ne s'applique pas, suivant que vous êtes dans l'exception ou pas. Donc il faut connaître parfaitement par cœur le corpus juridique. Enfin, quand je dis par cœur, c'est pas bon, non. Il faut toujours avoir le corpus juridique sous la main et il faut être capable d'aller trouver la bonne référence quand on en a besoin. Mais il faut également avoir des compétences techniques parce que on applique tout ça à des projets techniques, que ce soit justement comme ChatGPT. Ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre comment fonctionne ChatGPT si on veut être le DPO de OpenAI. Comment fonctionne ChatGPT, et il faut avoir des connaissances également en sécurité informatique, puisqu'il va falloir être capable d'évaluer si le niveau de sécurité proposé par son organisme est bien suffisant par rapport aux différents risques que le traitement va faire peser sur les droits des personnes. Donc être capable au minimum de dialoguer avec les techniciens, de dialoguer avec les experts sécurité, et puis également de comprendre les enjeux financiers pour son organisme, donc avoir des compétences également en économie de la donnée, savoir ce que représente la donnée pour son organisme, est-ce que c'est crucial, pas crucial. Euh, Également avoir des compétences en négociation, puisqu'il va falloir être capable de gérer les interactions avec la direction de l'organisme, avec les équipes techniques, et donc être assez diplomate pour leur proposer des solutions et les faire retenir ces solutions. Également des compétences en communication, parce que ce soit vis-à-vis des agents de l'organisme, qui eux aussi sont des personnes concernées, donc les agents de l'organisme ont aussi des droits. Il faut être capable d'expliquer aux agents quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs quand ils mettent en place un traitement de données, et également de communiquer vers les clients de l'organisme pour leur dire, voilà, voilà ce que l'organisme fait, voilà comment vous pouvez faire valoir vos droits vis-à-vis de l'organisme. Donc être capable de communiquer sur tous ces plans. Et c'est donc pour cela qu'on avait, avec Xavier, conçu ce master spécialisé. C'est qu'on a bien constaté que toutes ces compétences-là, c'est très difficile de les rassembler dans le cours, si on n'a pas suivi une formation spécifique là-dessus. Et donc, l'objectif de ce cursus, qui est volontairement un cursus long, c'est de faire le tour de toutes ces compétences et de faire qu'à la sortie, nos diplômés puissent être complètement à l'aise dans tous ces champs, euh, à la fois expert côté RGPD, parce que c'est le cœur pour un DPO, mais être capable du coup de produire des conseils, de comprendre quel est le contexte de leur organisme, donc d'inventer du coup des solutions taillées sur mesure pour leur organisme, de vendre ça au comité directeur, de vendre ça aux clients, de vendre ça aux employés. Donc toutes ces compétences, du coup, font l'année, les 12 mois de cursus du master spécialisé. Je crois que j'ai fait le tour là. Merci Fabrice, oui, tu as très bien fait le tour et merci pour ces explications claires, précisantes.
précise, pardon, et motivante, j'espère, sur le métier de DPO. Je pense que je vais candidater au master moi-même à la suite de ce que j'ai écouté. Alors, plus sérieusement, donc, je vais d'abord présenter, comme je l'ai dit, IMT Business School, Institut IMT Business School, puis le master spécialisé Data Protection Management avec Fabrice Matatia. School. Et il faudrait changer de diapositive. Parfait, merci beaucoup. Donc, Institut Mines Télécom Business School, c'est l'école de management du premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France, à savoir l'Institut Mines Télécom, l'IMT. Et Institut Mines Télécom Business School est localisé à Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne. L'école partage son campus, que vous voyez en partie à l'écran, avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Sud Paris. Télécom Sud Paris, qui est membre comme nous de l'Institut Mines Télécom et de l'Institut Polytechnique de Paris. Alors IMTBS, c'est l'une des deux grandes écoles de management public en France, avec l'école de management de Strasbourg. Son écosystème, il est unique, il est singulier, notamment du fait, je l'ai dit, de l'appartenance à l'Institut Mines Télécom. Alors, pour compléter ce que je viens de dire tout à l'heure sur l'Institut Mines Télécom, il faut savoir que l'IMT, c'est un grand établissement public d'enseignement supérieur de recherche qui est sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L'Institut Mines Télécom, comme vous le voyez sur la diapositive, compte 7 des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, dont Télécom Paris, dont l'école des mines de Saint-Étienne. Alors, point important pour les étudiants, nos étudiants. Institut Mines Télécom Business School est régulièrement considéré, notamment dans le prestigieux classement du Financial Times, comme la première école de management pour la valeur ajoutée, c'est-à-dire pour le retour sur investissement entre le prix de la scolarité qui est payé et le salaire de sortie des diplômés. Institut Mines Télécom Business School, depuis sa date de création, 1979, c'est l'école des grandes transitions sociétales. Alors, ces valeurs sont, vous le voyez sur la diapositive, l'audace, l'excellence, l'ouverture et la responsabilité. Nous avons aussi des forces à Institut Mines Télécom Business School. Quelles sont-elles? Je citerai en particulier la légitimité historique de l'école, historique car depuis plus de 40 ans, l'école forme au métier de la transformation numérique responsable des organisations. Cela est dans la double culture de l'école, double culture manager-ingénieur, c'est donc dans l'ADN de l'école. Et cette caractéristique singulière d'IMTBS se retrouve dans tous les programmes de formation de notre école. La gamme des programmes d'IMTBS, vous le voyez sur la diapositive, elle est riche, elle est vaste. Elle va du bachelor, donc un programme Bac plus 3, au doctorat, programme Bac plus 8, en sciences de gestion. Moi-même, je dirige deux thèses de droit sur la protection des données personnelles. IMTBS est une des rares écoles de management en France à pouvoir délivrer le doctorat, comme peut le faire HEC ou l'ESSEC, par exemple. L'école propose aussi des formations de master spécialisés qui sont accréditées par la conférence des grandes écoles. Et c'est bien le cas du master Data Protection Management que nous allons vous présenter à présent. Diapositive suivante. Merci. Le master Data Protection Management permet, comme l'a dit Fabrice, de répondre aux grands défis auxquels les organisations, les entreprises, les collectivités publiques, les administrations sont confrontées en matière de management de la protection des données. Qu'est-ce qui singularise le Master Data Protection Management? Quels sont les objectifs de cette formation? Alors, les objectifs de la formation, il y en a deux. Le premier, ce n'est pas un scoop, c'est de former des délégués à la protection des données, des DPO très qualifiés, dont toutes les organisations, aussi bien publiques, les entreprises, que privées, les administrations, les collectivités territoriales, ont grand besoin. Fabrice disait qu'il faut maîtriser un corpus juridique intense, plus de 100 pages de texte, si on s'en tient au seul RGPD. Et ça, c'est le travail du DPO qui doit aider son organisation à se mettre en conformité.
Vous voyez quelques chiffres qui vous sont donnés sur la diapositive, hein. On ne va pas vous abreuver de chiffres, simplement sachez qu'en 2021, 28 810 DPO ont été désignés à la Commission nationale informatique et liberté par 81 393 organismes, c'est-à-dire plus 13% par rapport aux chiffres de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on constate depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018 ? Les DPO expérimentés, diplômés ou certifiés, restent des ressources humaines rares sur le marché du travail. Le marché du travail en la matière, il est dynamique, il est ouvert et il reste favorable aux DPO, bien formés notamment. Le métier de DPO, il continue à être très recherché par les recruteurs. Une étude de LinkedIn de 2020, mais qui a été confirmée par d'autres études, je pense à celle de l'AFPA de 2022, confirme que le métier de DPO est un métier dynamique. Le deuxième objectif de notre formation, Data Protection Management, est de permettre à nos étudiants d'exercer ou d'évoluer vers d'autres postes en matière de management de la protection des données. Alors, quel poste ? Par exemple, expert consultant cybersécurité, juriste en protection des données, comme Maï qui va témoigner tout à l'heure. Je vais maintenant vous parler de la formation en vous donnant une vue d'ensemble. Alors, le Master Data Protection Management est une formation d'enseignement supérieur professionnalisante. Elle est triplement accréditée, comme tous les programmes d'IMTBS. Ces accréditations pour nos inscrits, nos étudiants, sont un gage de confiance, un gage de qualité. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très difficiles à obtenir. Ce sont pour certaines d'entre elles des accréditations internationales. Je pense en disant ça à l'accréditation de l'AACSB ou de l'AMBA. Je pense aussi à l'accréditation qui est donnée à notre master spécialisé par la conférence des grandes écoles. Le master spécialisé Data Protection Management, c'est une formation sélective. Comment s'opère notre sélection ? Elle s'effectue sur dossier, CV, lettre de motivation. Les candidatures sont évaluées par des jurys d'admissibilité puis d'admission. Le master est une formation diplômante. Le diplôme est un diplôme d'Institut Minté comme Business School. C'est un diplôme Bac+6 qui confère aussi une reconnaissance professionnelle avec un titre RNCP de niveau 7 en management d'innovation. La formation du master comprend 420 heures de cours étalées sur 11 semaines, sauf le mois d'août. Le master est organisé en 2 semaines, de septembre, ça va être la prochaine rentrée, à septembre de l'année N+1. Et tous les étudiants doivent réaliser une thèse professionnelle et bien entendu valider tous les modules du programme. L'équipe pédagogique du master, c'est important à savoir, est composée à la fois d'enseignants-chercheurs d'Institut Minté comme Business School, comme moi-même, mais aussi de Télécom Sud Paris, des universitaires, mais aussi des experts praticiens. Tous ces enseignants, aussi bien les académiques que les praticiens, sont spécialistes du numérique et de la protection des données. Point important, le Master Data Protection Management est une formation en alternance. Alors, quel est le rythme de cette alternance ? 3 semaines en entreprise pour 1 semaine de cours dans les locaux de l'école. Les cours ont lieu à Paris, à quelques pas du Châtelet. Plusieurs contrats d'alternance sont possibles, contrat d'apprentissage si vous avez moins de 30 ans, contrat de professionnalisation sinon. Alors, comme exemple de mission, on peut citer évidemment DPO ou assistant DPO ou juriste en protection des données. À qui s'adresse le master spécialisé Data Protection Management ? Alors, notre master est ouvert à un large public dès lors qu'on est motivé par les métiers de la protection des données, comme celui de DPO. Alors, sans être exhaustif, les juristes, bien sûr, les ingénieurs, les responsables contrôle et risques, les responsables sécurité des systèmes d'information. Plus généralement, pour candidater à notre master, il faut avoir, ça c'est une exigence de la conférence des grandes écoles, soit un master 2, donc le grade de master, et peu importe l'origine disciplinaire de l'obtention de ce master. On peut aussi, il est vrai, recruter des étudiants qui n'ont pas un master, un grade de master, dès lors qu'ils ont un bac+3 ou 4 et qu'ils disposent d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle.
Quelles sont les compétences obtenues à l'issue de la formation? Alors, les compétences acquises après le Master Data Protection Management sont principalement, vous le voyez, de superviser dès la conception les différents traitements de données, incluant des problèmes de big data ou d'intelligence artificielle, de mettre en œuvre des problèmes de conformité au droit des données, de négocier, Fabrice Matati en parlait tout à l'heure, des solutions innovantes avec les directions générales ou les autres directions fonctionnelles de l'entreprise, gérer des crises de confiance ou des violations de données, et coordonner, si on est dans une grande entreprise notamment, un réseau de correspondants pour aider le DPO à l'accomplissement de ces tâches. Nous allons parler avec Fabrice maintenant du contenu de la formation. Alors, je commence par parler du premier semestre du programme. Mais il faut savoir que, d'une façon générale, le Master Data Protection Management, c'est un programme de haut niveau, le plus complet possible. Le premier semestre traite de l'environnement, des métiers du management de la protection des données. Il s'agit de permettre à nos étudiants de comprendre les enjeux et d'analyser les risques liés à la gestion des données, en particulier personnelles. Alors, ce semestre comprend des cours fondamentaux, que vous voyez affichés sur la diapositive, qui vont permettre d'acquérir, c'est très important, les bases de connaissances indispensables pour suivre avec sérénité la deuxième partie du programme que Fabrice va vous présenter dans quelques secondes. Quels sont les cours qui sont enseignés dans ce premier semestre? Droit des données, le RGPD, mais pas que le RGPD, les autres textes, la loi informatique et liberté, les autres textes européens dès lors qu'ils ont un rapport avec la protection des données. On enseigne aussi, c'est important, le management des organisations et des données, la gestion de projets, la cybersécurité, parce qu'on ne peut pas être DPO si on ne comprend pas, Fabrice le disait justement tout à l'heure, les traitements qu'on doit analyser. On ne peut pas exercer le métier de DPO si on n'a pas en toile de fond une vision d'ensemble sur l'économie et l'usage des données. On enseigne aussi dans notre master la négociation, la médiation. Et puis, on enseigne aussi, et c'est un point qui nous tient à cœur dans notre école, l'éthique de la vie privée et le management responsable des données. Alors, je ne suis pas entré dans le détail de chacun de ces modules. N'hésitez pas à demander des précisions. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un forum à votre disposition. Fabrice, je te laisse à présent commenter la deuxième partie du programme. Alors oui, pour commencer, je compléterai, tu avais abordé tout à l'heure le fait que le métier de DPO était un métier recherché, donc je confirme, j'ai plein d'échos d'employeurs qui cherchent désespérément des DPO et qui n'arrivent pas à pourvoir les postes. Le corollaire, c'est aussi que c'est un métier où, du coup, les prétentions salariales peuvent être plus confortables. J'ai un apprenti qui vient de signer pour un salaire très coquet dans un cabinet de consulting. Donc, il peut y avoir, donc, voilà, c'est un métier qui est intéressant aussi financièrement. Surtout dans le privé, puisqu'évidemment, dans le public, si vous êtes fonctionnaire, vous êtes payé sur votre grille, et du coup, le poste a beaucoup moins d'importance. Encore que, on peut négocier les primes. Et on peut notamment changer, même dans le public, d'un organisme à un autre en négociant des meilleures primes. Donc là-dessus, c'est aussi un argument intéressant. Alors pour ce deuxième semestre du master spécialisé, donc là c'est à partir de mon expérience de DPO, j'ai donc vu quels étaient les secteurs, les domaines dans lesquels les DPO avaient besoin vraiment d'un entraînement. Alors, le premier point, là, le management relationnel, c'est tous les interlocuteurs avec lesquels le DPO va être en contact dans le cadre de l'exercice de son travail. Donc, le premier, notamment la CNIL. La CNIL, j'allais dire, donc moi aussi, j'ai été un DPO débutant à une époque, et donc voilà, l'épreuve du feu, ça a été mon premier contrôle CNIL, savoir du coup comment réagir lorsque vous avez la CNIL qui débarque chez vous et qui vient faire un contrôle dans vos installations, être capable de gérer ça, être capable aussi en amont du coup d'avoir coaché vos équipes, parce que il vaut mieux que lorsque la CNIL débarque, ce soit pas la surprise et la panique, mais que vous ayez préparé ça à l'avance et que vous ayez du coup expliquer
à tous les employés, parce que la CNIL peut aller partout dans l'organisme, donc à tous les employés de l'organisme, quels sont les réflexes à avoir si la CNIL sonne chez eux à 9h30 du matin. Là, j'en suis à 45 contrôles de la CNIL depuis 5 ans, donc voilà, je suis un peu serein. Hier, journée tranquille, j'ai eu un contrôle CNIL, une injonction, une plainte de la CNIL, bon, journée tranquille. Alors, méthodologie. Là aussi, le RGPD, il exige des choses. Là, vous avez par exemple le sigle EIVP ou PIA. Donc, le RGPD dit que vous devez faire des analyses d'impact, que vous devez faire des registres, mais finalement, il ne dit pas vraiment comment. Donc là aussi, c'est la pratique. Au fil des années, et aussi en échangeant avec tous nos collègues, on a beaucoup d'interactions entre DPO, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut construire des solutions. Et évidemment, s'il y a un collègue qui a déjà trouvé une solution technique à quelque chose, ben, autant la partager. Donc dans ces cours de méthodologie, nos intervenants, qui sont tous eux aussi des DPO, des praticiens, ben, ils vont vous montrer comment est-ce qu'en pratique, on fait une analyse d'impact, comment en pratique on va gérer les demandes d'exercice des droits des personnes, et comment est-ce que, by design, on va, dès le début, inclure la protection des données dans le process, et notamment dans le mode projet. Donc, du coup, bah voilà, tout ça, c'est l'aspect méthodologie. Il y a également l'aspect contractuel. Là aussi, le RGPD dit qu'il faut des contrats, mais il dit pas tellement ce qu'il doit y avoir dedans. Donc, que mettre dans des CGU, que mettre dans les contrats avec les sous-traitants, comment faire pour ficeler des transferts de données personnelles en dehors de l'Union européenne. Toutes ces questions vont être abordées là aussi par des spécialistes qui en font tous les jours, donc qui pourront vraiment vous montrer eux ce qu'ils font avec des exemples concrets, des cas pratiques et vraiment mettre la main à la pâte. Un des derniers points, spécificité sectorielle, c'est que il ne suffit pas de connaître le RGPD pour pouvoir être un DPO efficace, il faut aussi connaître son employeur, le domaine dans lequel agit son employeur, aussi bien techniquement que juridiquement. Parce que vous avez plein de lois supplémentaires qui vont s'appliquer à différents secteurs. Si vous êtes dans la santé, vous allez vous payer non seulement certains chapitres de la loi informatique et liberté qui sont spécifiques à la santé, mais vous allez avoir en plus le code de la santé publique par-dessus, qu'il faut connaître, et qu'il va falloir articuler avec le RGPD et avec la loi informatique et liberté. Si vous êtes dans la finance, vous allez avoir toutes les lois anti-blanchiment, qui à la base sont un peu contradictoires avec le RGPD, puisque le RGPD a pour but de faire que les données des personnes ne soient pas communiquées, et la lutte anti-blanchiment, au contraire, elle est inquisitoriale. Si vous avez reçu des demandes de votre banque ou de votre assureur pour votre assurance vie récemment, l'assurance vie qui demande désormais est-ce que vous êtes un résident en France, etc., etc. Donc votre banquier ou votre assureur essaye d'avoir de plus en plus d'informations sur vous parce qu'il y est obligé par toute la législation anti-blanchiment ou anti-financement du terrorisme. Et ça vient heurter du coup le RGPD qui lui dit exactement l'inverse. Donc un DPO efficace dans une banque va devoir être capable de maîtriser les deux textes et de les articuler. Et je pense que voilà, le même DPO peut pas être efficace à la fois dans le secteur de la santé, dans le secteur bancaire, dans le secteur public, dans le secteur policier, qui lui aussi a une législation spécifique. Donc on va balayer un peu du coup toutes ces spécificités sectorielles. A priori, nos diplômés n'auront pas besoin de toutes ces spécificités en même temps. En revanche, ils vont atterrir dans l'une d'entre elles, et donc du coup, ils sauront que ça existe, et ils pourront ensuite se spécialiser dans celle de leur employeur. Donc là aussi, on fait intervenir des spécialistes de la protection des données dans ces différents secteurs, y compris des gens du jeu vidéo, de la publicité en ligne, des réseaux sociaux, tous ces secteurs différents qui utilisent des technologies différentes, et du coup, pour lesquels les DPO doivent avoir des compétences supplémentaires. Merci Fabrice pour ces explications complètes. Alors juste pour finir sur cette présentation, il faut savoir que le programme du Master Data Protection Management s'inscrit dans
Là, c'est la diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans un contexte d'économie globalisée, mondiale, il comprend donc ce programme du Master Data Protection Management la participation à une conférence internationale qui s'appelle la Computer Privacy and Data Protection, la CPDP. C'est une conférence qui a lieu chaque année à Bruxelles, qui est entièrement en anglais, donc la possibilité de pratiquer en anglais. Depuis la crise du Covid 2019, la conférence a lieu au mois de mai. C'est une conférence qui regroupe environ 2000 à 2200 participants qui viennent du monde entier. Elle traite d'un sujet d'actualité. Bon, en 2020, c'est un thème qui reste d'ailleurs d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Les conférenciers viennent des universités mondiales les plus réputées, mais aussi de grandes entreprises ou organisations internationales. Google, Amazon, Facebook, pour citer ces grandes entreprises. Alors, pour les étudiants, quel est le bénéfice? Eh ben, pour les étudiants, ils vont pouvoir non seulement accroître leurs connaissances en étant au plus près de l'actualité internationale sur les sujets qui nous intéressent, mais aussi et surtout se constituer des relations, des contacts avec des experts qui viennent de partout dans le monde, je l'ai dit. Le deuxième semestre du Master Data Protection Management, je me presse un petit peu, comprend un dispositif d'enseignement original qui s'appelle la clinique du délégué à la protection des données. Quelles sont les finalités de ce dispositif que j'ai ajouté dans le programme dès l'origine? Elles sont de permettre aux étudiants d'assimiler le programme assez dense du master, tout en le pratiquant à partir de véritables cas, pas des cas inventés, hein, des cas qui sont posés directement par des organisations que nous invitons à venir exposer ces cas à nos étudiants. Alors, ces organisations sont plutôt des petites start-up technologiques, mais il y a aussi des interactions qui sont prévues avec des DPO, des experts. L'objectif de cette clinique est aussi de permettre aux organisations qui nous visitent et qui sont confrontées à des problématiques de gestion des données personnelles d'avoir un éclairage sur leur situation. J'en ai terminé avec cette présentation et je passe à présent, sans plus attendre, la parole avec plaisir à Maïton Tat pour son témoignage. Merci de me laisser la parole aujourd'hui. Je suis très heureuse de témoigner de mon expérience au sein du Master SP. Avant de commencer, je vais peut-être présenter mon parcours. Avant d'intégrer ce master spécialisé, j'avais un background exclusivement juridique, puisque j'avais réalisé un master 1 et un master 2 en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le master droit de la création et du numérique. Et au début de mon master 2, je vous avoue que je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'étais sûre de 2 choses. La première, c'est que je ne souhaitais pas être avocate et la deuxième était que, j'adorais travailler, sur des questions liées à la protection des données à caractère personnel. C'est justement pour ça que j'ai réalisé, un mémoire sur, la reconnaissance faciale et ensuite je m'intéressais énormément à l'innovation. Et donc pour y voir un peu plus clair sur mon avenir professionnel, j'ai choisi de trouver un stage qui alliait ces, 2 intérêts. C'est pour cette raison que j'ai postulé chez Doctrine, une entreprise qui manipule aujourd'hui plusieurs catégories de données, allant de données clients et prospects jusqu'à des décisions de justice, et aussi une entreprise innovante et qui innove dans le milieu juridique. Donc durant ce stage, je me suis découverte un intérêt particulier pour le métier de juriste données personnelles et aussi de DPO, et c'est pour ça que j'ai choisi de postuler au master spé. Mais aussi je me suis rendu compte de 2 choses qui étaient un peu essentielles. C'est d'abord que le droit de la protection des données à caractère personnel, c'est une matière qui est en constante évolution et qui nécessite d'avoir des fondements solides, que ce soit des fondements juridiques, mais aussi des fondements techniques, parce que il y a quand même un aspect technique dans la donnée, que ce soit son cycle de vie ou encore la sécurité des systèmes d'information. Et lié à ce que je viens de dire, il me manquait aussi plusieurs compétences que je n'avais pas acquises pendant mes études de droit, notamment la sécurité des systèmes d'information.
Donc, c'est pour ces raisons que j'ai choisi de poursuivre mes études. À ce stade, je pouvais poursuivre en diplôme universitaire. Je pouvais aussi choisir de faire un autre master 2, mais j'ai estimé que le master spécialisé était un bon compromis entre la pratique et la théorie, puisque c'est une année en alternance. Et je trouve que c'est quand même une belle opportunité de commencer sa vie professionnelle en alternance. On se sent plus confiant ensuite quand on est en CDI, et je peux le dire aujourd'hui. C'est aussi un compromis entre des cours de hard skills, le droit, l'économie, l'éthique, la sécurité, et aussi des cours de soft skills, parce qu'il faut pas l'oublier, mais c'est un master de management de la protection des données à caractère personnel. Et donc, on a des cours comme la gestion de projet, le management, et c'est une formation qui est quand même tournée vers des compétences qu'on peut pas, enfin qu'on n'apprend pas dans une formation universitaire. Et c'est cette facette de la formation qui m'intéressait plus particulièrement. Et enfin, c'est un compromis entre le général et le sectoriel, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs, et c'est le cours c'est le cours de conférence sectorielle qui m'intriguait particulièrement, et au final j'étais pas déçue parce que ça m'a permis d'avoir des retours d'expérience de différents DPO de divers secteurs. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je me suis inscrite au master, et l'étape suivante c'était naturellement la recherche d'alternance qui me stressait un peu. Je souhaitais poursuivre en apprentissage chez Doctrine. J'en avais parlé à mon manager, mais quand j'ai été prise pour le master, je ne savais pas vraiment s'ils allaient ouvrir un poste. Donc j'ai quand même commencé les recherches d'alternance de mon côté, et j'ai été assez surprise d'observer le soutien de l'école qui m'a soutenue tout au long de ma recherche de stage, d'alternance, pardon, qui commençait d'abord par la revue du CV et ensuite par des entretiens réguliers avec ce qu'on appelle le Career Center. Et donc, j'ai été très heureuse et très soutenue. Au final, je suis restée chez Doctrine, mais je me suis aussi rendu compte que juriste données personnelles, c'est un métier qui est très recherché. Donc, il faut pas trop il faut pas trop se stresser pour la recherche d'alternance. Ensuite, l'année a commencé, et j'ai apprécié tous les cours, tous les professeurs et aussi mes camarades, surtout qui venaient un peu d'horizons différents. C'est une année qui est enrichissante et hyper complète, mais si je devais lister tous les cours qui m'ont un peu marqué, je dirais qu'il y a eu d'abord le cours de méthodologie du DPO, parce que c'est un cours, ça s'entend dans le nom, mais qui donne la méthodologie nécessaire pour devenir un bon DPO, comme la réalisation des analyses d'impact ou la tenue d'un registre de traitement. C'est aussi un cours où on acquiert une bonne culture du sujet, et c'est aussi des apprentissages qu'on peut mettre en pratique par la suite dans le cadre de l'alternance. Ensuite, j'ai apprécié le cours de système d'information parce qu'on a appris des langages de programmation, notamment le SQL, et aujourd'hui je le pratique un peu, donc j'en suis totalement satisfaite. Il y a aussi eu le cours la clinique du DPO, parce que ça m'a appris à faire preuve de pédagogie. Ça m'a appris à vulgariser toutes les étapes de la conformité à un public qui était souvent profane. Et enfin, il y a eu des cours plus spécifiques comme le cours d'anonymisation, le cycle de conférence à Bruxelles, parce qu'on sort là de sa zone de confort et on apprend aussi à réseauter. Et enfin, d'autres cours qui permettaient de se mettre en situation, comme les cours de technique contractuelle, la simulation de gestion de crise, ou encore qu'est-ce qu'on fait en cas de contrôle CNIL. Maintenant, je vais répondre à une question que vous devez sûrement vous poser, à savoir est-ce qu'on arrive bien à gérer notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Je ne vais pas vous mentir, c'est une année qui est assez dense parce qu'on intègre, pas pour moi, mais on intègre une nouvelle entreprise. Il y a la semaine en cours, puis le retour au bureau, puis le travail personnel, et il faut savoir s'organiser. Mais pour vous rassurer, pardon, on nous donne dès le départ une liste des différents devoirs à rendre avec les dates de rendu. Et pour le mémoire, on a une note de cadrage qu'on doit rendre et présenter à partir de la fin du premier semestre. Et
toutes ces choses nous permettent d'avancer de façon équilibrée et de s'organiser tout au long de l'année. Donc, la charge de travail est bien répartie et c'est vraiment pas insurmontable. Pour moi, je vous avoue que le plus compliqué, ça a été de gérer le mémoire, parce que je venais de sortir d'une année de M2, comme je vous l'ai dit. J'avais déjà rendu un mémoire et j'étais pas super enthousiaste à l'idée de recommencer une nouvelle fois. Mais j'en ai retiré que du positif parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai acquis une réelle expertise dans mon domaine, qui est l'articulation entre l'ouverture des données publiques et la protection des données à caractère personnel. Euh, et c'est le cœur de mon métier et je suis vraiment fière de ce que j'ai rendu. Mon manager a assisté à ma soutenance. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes intéressantes durant sa réalisation, de me faire un réseau et de me sentir plus légitime dans mon métier aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, je suis en CDI aujourd'hui chez Doctrine. Ils m'ont fait une proposition juste avant la fin du master spécialisé et je me sens aujourd'hui compétente, enfin, plus compétente qu'à mon arrivée en stage et encore plus compétente qu'à mon arrivée en alternance et je ne peux que recommander ce master. Donc voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui et je vais répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Maï, pour votre témoignage précis, circonstancié, sans occulter les difficultés, parce qu'effectivement, l'année est dense, hein, vous l'avez dit. Alors, on va prendre maintenant, excusez-moi, quelques questions. Il nous reste à peu près 10 minutes pour échanger. Alors, première question, y a-t-il un secteur d'activité plus adapté que l'autre à la recherche d'alternance? Le secteur bancaire, le secteur d'assurance ou même la santé sont-ils plus intéressants en termes de data protection que d'autres? Là, je vais laisser Maï peut-être et ensuite Fabrice réagir. Bah, ouais, pour répondre à cette question, je pense pas qu'il y ait de secteur plus approprié que l'autre pour réaliser l'alternance. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un secteur qui vous intéresse particulièrement. Moi, c'était l'open data, donc c'est pour ça que je suis allée vers ce milieu-là. Mais il y a des profils différents. On avait des personnes qui étaient dans le domaine de l'assurance. Puis d'autres dans des boîtes plus technologiques. Donc, ça dépend vraiment de votre profil et de ce qui vous intéresse en général. Merci. Je ne sais pas si Fabrice, tu peux compléter rapidement avant de prendre une autre Oui. question. Oui, je dirais que ça dépend aussi du statut, apprenti ou pas apprenti, et donc du coup de l'âge de la personne. Mm, Donc mm, du mm, coup, a-t-il le statut d'apprenti ou pas, c'est à moins de 30 ans ou pas. Et Je autre confirme, hein. paramètre qui peut rentrer en jeu, c'est le secteur public ou secteur privé. Dans le secteur public, il y a à la fois éventuellement plus de problèmes pour débloquer du budget, même si le budget existe. Euh, la machinerie bureaucratique est parfois tellement lourde que ça peut être très très long pour arriver à obtenir une décision. Donc voilà, le public n'est pas fermé, hein, moi-même j'avais pris un apprenti, mais c'est lourd, c'est long, c'est pas garanti du tout. Il faut s'y prendre à l'avance et il faut bien rentrer dans les bonnes cases. Mm, mm. Exact, exact. Euh, Question suivante, s'il y en a une. Alors bonjour à tous, ma question porte sur la partie cybersécurité. Comment parvenez-vous à aborder ce thème, sachant que les degrés de connaissances techniques à la base sont différents selon le profil? C'est une vraie question, une équation difficile à résoudre, hein. Comme d'autres questions en formation. Et là, effectivement, je vais peut-être laisser encore Maï répondre, puisqu'elle a vécu ça en tant qu'ex-étudiante. Ouais. Nous, pour être honnête, on avait beaucoup de profils juridiques et on avait quand même une petite partie de profils techniques. Et je dirais que ce soit la partie cybersécurité ou la partie juridique, les professeurs arrivaient toujours à s'adapter au degré de connaissance de chaque profil et c'était toujours très accessible.
Moi, j'ai jamais vécu ça comme une contrainte et j'ai toujours trouvé que les cours étaient accessibles, que, et que le professeur s'adaptait. Oui, oui, tous les professeurs, ça je le confirme, que ce soit des intervenants académiques ou des professionnels, sont des personnes qui ont l'habitude d'enseigner à des publics variés, donc qui savent doser leur enseignement en fonction de ceux qui les écoutent et des apprenants. Fabrice, est-ce que tu veux compléter ou on passe à une question suivante? Non, non, rien de plus, merci. Alors, question suivante, il y en a une. Alors, avez-vous des interventions des représentants des autorités? Oui. La Ah oui. réponse est oui. Je viens d'avoir, là, je viens d'avoir aujourd'hui confirmation pour un des représentants de la CNIL. D'habitude, il y en a au moins deux qui viennent. Donc, il y en a déjà un qui vient de me répondre aujourd'hui pour la prochaine session. Oui, oui, Voilà. donc la CNIL intervient, tout à fait. Oui. Alors pour l'ANSSI, bien que le directeur actuel porte le même nom que moi, il n'intervient pas. J'ai pas réussi. Ben, évidemment, on n'est pas dans la même famille parce que si on était avec un lien de parenté, ça aurait été plus facile pour l'inviter. Mais ça n'est pas le cas. Je le dis à ceux qui nous écoutent. Le directeur de l'ANSSI actuel n'est pas membre de ma famille. En tout cas, on n'a pas directement, pour être sérieux, d'intervenants de l'ANSSI. Exception faite d'un collègue de Télécom Sud Paris qui a travaillé pendant de nombreuses années à l'ANSSI et qui assure un cours un cours très technique sur la cryptologie et le chiffrement. Je pense qu'on peut prendre une autre question, sauf si Maï veut. Voilà. Alors là, c'est directement, ça tombe bien, sans transition, c'est pour vous, Maï. Merci pour votre Euh, témoignage. Allez. alors, alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question honnêtement parce que je pense que je suis dans une entreprise qui n'a pas des grilles de salaire habituelles et moi j'étais très bien payée en alternance parce que bah, ils considéraient que j'étais en fait un CDI. Et ensuite, l'obtention de mon master m'a permis de gagner pas mal en salaire, mais après, je pense que mon expérience n'est pas du tout représentative de ce qui se passe dans les autres secteurs. Alors, je peux essayer de répondre pour compléter ce que disait Maï, puisque le master a été lancé en 2018, on est en 2023, on a quand même plusieurs dizaines de diplômés, et je reste, comme Fabrice, en contact permanent ou quasi permanent avec les diplômés, et qui me tiennent, enfin, qui me rendent compte un petit peu de l'évolution salariale, et ce que je peux dire sans déflorer des données personnelles, hein, j'éviterai évidemment de le faire, c'est que on peut dire que l'obtention du master, pour ceux qui avaient déjà un parcours professionnel, peut se traduire par un gap de rémunération de l'ordre de 20 à 30%. Dans une fourchette, hein. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas négligeable, c'est un petit peu, toute proportion gardée, le même effet que l'obtention d'un MBA. On a eu des embauches à 45 ou 5, dans les 45 ou 50 000, non? Ah oui, oui, même plus, hein. Même plus. Même plus, voilà. Donc, Même et là, plus. on est dans En les tout cas, statistiques, donc on ne dévoile rien. voilà, oui, non, on a eu plus que ça. Et puis surtout, bon, si on sait bien gérer sa carrière, bon, on peut rebondir assez aisément d'un poste qu'on a exercé quand même quelques mois, ou je vais pas dire quelques années, parce que quelques années c'est peut-être trop, compte tenu de la dynamique du marché du travail, mais en tout cas on peut rebondir de très favorablement d'une organisation à l'autre. Question suivante. Est-il possible de chercher une entreprise en alternance à l'étranger? Alors là, je vais me permettre de répondre directement. La réponse est très certainement, et je ne suis pas péremptoire, non. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il va falloir un budget colossal de. Si vous êtes. Bon, en Belgique, c'est sûr qu'il y a le train, donc ça peut être jouable. Mais imaginons que vous soyez en Corée ou encore une destination plus loin, il vous faudra prendre l'avion pour venir à Paris une semaine par mois, ça va être compliqué. De la Belgique, je pense que c'est jouable.
S'il n'y a pas de grève Mais il des n'y a pas de transports, bien problème. entendu. Enfin, la question est une question de transport, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a 3 semaines en entreprise, une semaine de cours, donc il faut tout le temps faire Hum, les allers-retours. Mais il n'y a hum, pas de contrainte juridique qui interdirait de prendre une entreprise à l'étranger. hum. Alors, non, en principe, non. Mais il faut que ça soit effectivement ou le Luxembourg, la Belgique, voilà, il faut être assez proche, quoi. Matériellement parlant, je vois mal comment on peut faire sinon. Question suivante. Avez-vous des conseils à nous donner afin d'avancer sur les sujets que l'on traitera à partir du mois de septembre? Site internet, revue de presse, MOOC à suivre, mini-formation. Euh, Alors, des conseils, oui, on peut en donner à l'appel. Certains les reçoivent à la petite cuillère, mais moi, je vais vous en donner à la petite cuillère. Pour le coup, surtout être très curieux, être à l'affût, suivre l'actualité de ces sujets. Alors, il y a un bon site pour ça, c'est le site de la Commission nationale informatique et liberté. Il y a une rubrique d'actualité. N'hésitez pas à le consulter régulièrement. Parce que vous allez voir, notamment Fabrice parlait des sanctions qui commencent à pleuvoir aujourd'hui. Voilà. Et regardez bien ce qu'il y a derrière. Essayez d'avoir la mécanique qu'il y a derrière. Pourquoi telle ou telle organisation a été sanctionnée. Pourquoi ils n'ont pas respecté telle ou telle obligation, soit en tant que responsable de traitement, soit en tant que sous-traitant. Je ne sais pas si Maï veut compléter ou Fabrice, ou les deux. Maï. Je dirais que il y a le MOOC de la CNIL, la nouvelle Hum, version du MOOC de la CNIL qui est très bien. hum, Donc ça peut être déjà une première approche. Maintenant, aussi bien le site de la CNIL que le MOOC de la CNIL ne sont que des vulgarisations. Et donc, de nouveau, il faut faire très attention que ce qui est écrit sur le site n'est que la traduction par une équipe de com de la complexité du RGPD. Et donc, c'est une hum. simplification. Donc, ça ne rend pas compte de toute la complexité, de tous les cas de figure possibles. Et donc, très attention, ce qui est écrit sur le site de la CNIL n'est pas à prendre en copier-coller directement dans n'importe quelle situation. Hum. Juste pour compléter ce que je disais avant de donner la parole à Maï, il n'y a pas de prérequis cognitif pour suivre la formation, hein. Donc on peut arriver avec son parcours, ses connaissances, ses diplômes et suivre avec profit la formation. Voilà, donc je ne sais pas si Maï, vous êtes d'accord avec ça, Oui, oui, je suis d'accord. et compléter si vous voulez, hein, au contraire, avec plaisir. Bah, moi, Sinon, peut-être. j'avais pas suivi de mini formation juste avant de venir. Après, j'avais eu des cours de données personnelles en licence et en master, euh, mais euh, mais je pense pas qu'il y ait de prérequis. Après, c'est toujours intéressant, par exemple, quand on voit une actualité sur enfin, une délibération de la CNIL sortir, je trouve que c'est toujours intéressant de la lire parce qu'on comprend mieux les mécanismes que juste un communiqué de la CNIL. Donc voilà ce que je ferais. Sinon, bah, il y a le site de l'ANSSI qui est assez bien fait, il y a des quiz et le MOOC de la CNIL. Merci, il est 18h29. Alors, bon, mais c'est nous qui vous remercions hein, pour avoir posé ces questions. Pourriez-vous préciser, c'est la dernière question qu'on va prendre, pourriez-vous préciser comment se passent les travaux de groupe? Alors, il y a les travaux de groupe, ça se passe, comme le disait Maï, on essaie d'informer les étudiants dès le début du programme sur les travaux à rendre. Alors, ils ne sont pas connus forcément au début, mais en tout cas sur les dates pour la remise de ces travaux. Ça permet de lisser la charge de travail dans le temps, y compris bien entendu pour la thèse professionnelle, puisqu'il y a un accompagnement assez précis en la matière. Vous n'êtes pas laissé à vous-même, hein. Il y a quelqu'un qui va vous suivre, il y a un directeur ou une directrice de thèse professionnelle. Euh, voilà, donc ça, c'est les travaux de groupe, ce sont des travaux qui ont lieu dans quasiment presque toutes les matières aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Maï, vous voulez compléter rapidement avant qu'on...
Bah, Dans c'est vrai qu'on a on a beaucoup de travaux de groupe. Moi, j'étais pas une grande fan des travaux de groupe au début et bah, ça se passe toujours très bien parce que bah, déjà on est une petite promotion et on a tous bah, des manières de travailler différentes, mais comme on se voit qu'une semaine par mois, c'est aussi une façon de consolider le lien et puis de d'échanger. Et puis je pense qu'aussi on a une phase de nos études où on sait tous travailler en groupe et ça se passe plutôt bien. Et je dirais même qu'il y a plus de travaux de groupe que de travail individuel, donc ça change. Et après, dans tous les cas, en entreprise, on travaille en groupe, donc c'est aussi important de savoir travailler en groupe. Donc c'est une préfiguration de ce qui va vous attendre pendant votre alternance et pendant votre vie professionnelle. Merci Maï et merci Fabrice d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir témoigné au cours de ce webinaire. On arrive au terme de ce webinaire, vous l'avez compris. Si certaines interrogations sont restées sans réponse ou si vous avez d'autres questions, bah, je vous félicite déjà, c'est bien d'être curieux, mais n'hésitez pas pour ça à vous rapprocher d'Elisabeth ou d'Alan, dont les contacts vont, j'espère, s'afficher dans quelques instants. Merci à vous et peut-être bientôt au sein du Master Data Protection Management.